Le système bancaire européen tout entier est en faillite. Il est zombie. Aujourd'hui, si vous avez une explosion des inégalités, c'est pas parce que vous avez des gens qui travaillent mieux et des gens qui travaillent moins bien, parce qu'il y a des gens qui travaillent plus et des gens qui travaillent moins, il y a des gens qui touchent plus, il y a des gens qui touchent moins. Et ça, c'est le fait du roi. Les populations sont contre cet appauvrissement, et elles ont raison d'être contre cet appauvrissement, parce que cet appauvrissement se fait en même temps que vous avez un enrichissement absolument massif et absolument insupportable de quelques-uns. On a un truc qui est foutu, mais qui peut tenir s'il y a un état policier qui se met en place. Aujourd'hui, le pass qu'on a actuellement, si la population dit non, bah non, j'ai pas envie, le truc s'effondre dans la seconde. Mais à partir du moment où vous avez ce contrôle social, le truc devient tout d'un coup incroyablement plus robuste. Ils sont en train de faire un appauvrissement général. Vous avez le droit de le refuser, cet appauvrissement général, si vous sortez du système. Bonjour Guy de Lafortelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le directeur de Pando Éditions, maison d'édition indépendante spécialisée dans l'économie et la finance. Vous êtes aussi le directeur de l'Investisseur sans costume, qui est un service d'information économique et financière qui vise à fournir aux particuliers une analyse de qualité institutionnelle à travers des articles et des dossiers consacrés à l'investissement chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets pendant cet entretien. Dans un premier temps, j'aimerais revenir avec vous sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et notamment sur les mesures et les sanctions prises par la France et l'Union européenne vis-à-vis de la Russie depuis le début du conflit. Alors, le 1er mars, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré que les sanctions occidentales prises contre la Russie allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et il a ajouté que le rapport de force économique et financier était totalement en faveur de l'Union européenne. Qu'est-ce que ces déclarations vous inspirent? Est-ce que les différents paquets de sanctions pris contre la Russie ont vraiment porté leurs fruits jusqu'ici? Ouais, c'est de la politique, Bruno Le Maire. Faut pas croire que c'est la réalité. Non, c'est n'importe quoi ce que dit Bruno Le Maire. Et la bonne blague qui circule, c'est que si vous voulez vraiment effondrer l'économie russe, vous le mettez ministre de l'économie en Russie. Ça ira beaucoup plus vite. Non, c'est n'importe quoi pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que des sanctions, on en a déjà, ça fait depuis 2014 qu'ils en ont, et déjà assez sérieuses quand même, et ça n'a pas effondré. La deuxième chose, et ça c'est Charles Gave qui l'a sorti quand même, c'est qu'ils ont plus de 2 ans de réserve de change sur les réserves qu'on ne leur a pas gelées, sur celles qu'ils ont eux. Donc ils ont de quoi tenir un bon moment, les sanctions. Ils se sont bien hors de marche. C'est-à-dire que Poutine s'est préparé à cette guerre. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Quand cet été, on a eu les premières pressions à la fin de l'été sur le marché du gaz et de l'électricité en Europe, il a bien fait exprès, lui, de ne pas augmenter ses niveaux de gaz pour nous mettre un peu plus à genoux. Donc lui est prêt. En revanche, du côté de l'Europe, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il fanfaronne, monsieur le maire, mais jusqu'à présent, Poutine n'a jamais cessé ses fournitures de gaz. Donc vous avez Poutine d'un côté, qui a 2 ans devant lui de réserve de change, qui a la Chine derrière, qui ne l'isole pas. Et en face, si demain Poutine coupait le gaz, on ne tient pas 2 ans, on tient peut-être 2 semaines, plutôt 2 jours. Donc le rapport de force est économique et financier, et en fait totalement défavorable, si on regarde dans le fond. Parmi les sanctions prises à l'encontre de la Russie, on a effectivement le gel des réserves de change de la Banque centrale russe détenues auprès d'instituts monétaires occidentaux. On a l'exclusion aussi de plusieurs banques russes de la plateforme interbancaire mondiale SWIFT. On a aussi des interdictions d'exportation de la Russie et des interdictions d'importation de produits russes, notamment l'interdiction des importations de charbon russe vers l'Union européenne à compter du mois d'août. Le Parlement européen envisage d'ailleurs d'aller encore plus loin et souhaiterait mettre en place un embargo sur les importations de pétrole, de gaz et de combustibles nucléaires russes. Est-ce que l'Union européenne a les moyens de ses ambitions, compte tenu de sa dépendance énergétique, notamment de celle de certains pays particulièrement comme l'Allemagne envers la Russie? Est-ce qu'elle n'est pas en train finalement de se tirer une balle dans le pied? Si, l'Union européenne se tire complètement une balle dans le pied. On n'a absolument aucun intérêt à cette guerre. L'Europe a tout à perdre, rien à gagner. On a l'Ukraine est la grande sacrifiée de cette confrontation, et derrière l'Ukraine, c'est nous. Cette confrontation, en revanche, les États-Unis ont intérêt, la Russie y a intérêt, ce sont les 2 principaux belligérants en fait. Il ne faut pas oublier que l'ingérence américaine en Ukraine est massive. Il faut
quand même pas oublier que vous avez une ministre des Finances ukrainienne après Maïdan, en 2014 ou en 2015, je crois que c'est le deuxième gouvernement, qui vient directement du département d'État. Vous avez un cadre supérieur du département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, qui est d'origine ukrainienne, mais qui est né aux États-Unis, qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui reprend sa nationalité ukrainienne pour devenir ministre des Finances en Ukraine. Donc vous avez en Ukraine, on ne se rend pas compte à quel point les États-Unis avaient pénétré après Maïdan le gouvernement ukrainien. Donc vous avez véritablement une confrontation entre la Russie et les États-Unis qui ont tous les deux intérêt à cette guerre. L'Europe a tout à y perdre, et notamment d'un point de vue énergétique. On se coupe, bien sûr qu'on va pouvoir compenser ces pertes de deux manières, en important du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, par bateau. C'est le grand intérêt des États-Unis. Ils rêvent que de ça, de nous exporter leur gaz de schiste directement chez nous. Le Canada aussi, il y a le Qatar. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de port gazier en Europe, puisque jusqu'à présent, on dépendait de la Russie et de la Norvège, donc il n'y avait pas besoin d'avoir de port pour des méthaniers. Donc il va falloir les construire, ces ports. Ce truc-là, ça prend, je sais pas, 5, 7 ans. Donc on n'est pas du tout prêt à les recevoir, ce gaz-là. Et puis c'est pas le même tarif non plus. Hein. On n'a pas du tout prévu ça. Alors qu'à l'inverse, si vous regardez la Russie, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont en train de construire des gazoducs pour se relier à la Chine. Donc vous avez des choses qui sont préparées en Russie, qui ne le sont absolument pas en Europe. Encore une fois, nous on est les grands sacrifiés dans cette affaire-là. La Commission européenne a chiffré les besoins de baisse de consommation énergétique en Europe, dans l'Union européenne, à 17% dans les 10 prochaines années. Alors vous avez un espèce de mélange d'écologie, mais aussi d'indépendance énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir remplacer entièrement ce gaz russe par d'autres choses. 17% d'électricité en moins, de consommation d'énergie en moins, c'est au minimum 10% de PIB en moins. Et même certains vous diront que c'est 17% de PIB en moins. Il y a une corrélation extrêmement forte entre la consommation d'énergie et la formation du PIB. C'est-à-dire que plus vous consommez d'énergie, plus vous allez augmenter la croissance de votre PIB, et moins vous en consommez, plus vous allez baisser votre PIB. C'est Gaël Giroux qui avait trouvé une corrélation de 60% à peu près. Il y en a certains vont vous dire que c'est 1 pour 1 presque. Donc même 10% de récession aujourd'hui, en plus de tout le reste, en plus de tout ce qu'on a bouffé depuis 2 ans, c'est très compliqué en fait. Nos économies sont absolument pas prêtes à manger ça en plus. Ça va nous faire très très mal. Ces sanctions ne risquent-elles pas de faire exploser l'inflation et de plonger la zone euro dans la récession si elles se poursuivent, voire même si elles sont alourdies ? Oui, bien évidemment. C'est sûr que si on était un peu brutal, on pourrait presque se dire que l'inflation énergétique, ça met au moins le doigt sur le problème et ça résout. La vraie inflation méchante est l'inflation monétaire. C'est-à-dire que l'inflation énergétique, ça se gère. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'après les 2 chocs pétroliers, dans les années 70, les moments où on a eu toutes ces logiques de stagflation, tous ces problèmes, où tout d'un coup on s'est dit ça y est, c'est foutu, on n'a jamais réduit notre dépendance à l'énergie, on n'a jamais réduit notre dépendance au pétrole après les années 70, tous ces moments où c'est, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. On n'a jamais eu d'idées, on a exporté notre consommation pour réimporter des produits finis, on a fait plein de choses, mais on n'a jamais diminué ça. Donc l'inflation énergétique, elle se gère. Soit vous finissez par faire la paix avec Poutine pour récupérer son gaz, soit vous finissez par importer du gaz de schiste, qui soit dit en passant, quand on a des ambitions écologiques, je ne sais pas si c'est le mieux, soit vous pouvez derrière remettre du nucléaire à fond. Vous avez tous les moyens, c'est-à-dire que c'est possible. Les problèmes inflationnistes malheureusement, c'est dur à dire, mais les problèmes d'inflation liés à l'énergie sont petits comparés à ceux qui sont liés à l'impression monétaire.
Ce que je suis en train de vous dire là, c'est parce que ça fait mal. Je sais très bien que quand je dis ça, il y a quelque chose d'un peu scandaleux, parce que, alors en France, on le sent un peu moins, mais quand vous avez une inflation de 10 à 20% à cause des prix énergétiques, ça fait mal. Mais ça se résorbe. En revanche, l'inflation monétaire ne se résorbe pas. Elle s'auto-alimente, et celle-là, elle fait très mal. Et ce qui est difficile avec l'inflation monétaire, c'est que le moment où vous la formez et le moment où vous ressentez les effets ne sont pas le même. Et donc aujourd'hui, c'est un peu comme si vous avez chargé le canon, qu'on continue à le charger en imprimant, et puis un jour ça va décharger, et là c'est plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. Vous n'aurez pas d'hyperinflation à cause de l'énergie, vous aurez de l'hyperinflation monétaire. En revanche, peut-être qu'un choc énergétique, ça peut remettre en marche toute la logique inflationniste, parce que bien évidemment vous ne pouvez pas laisser des gens crever de froid et de faim dans la rue, donc vous êtes un peu obligé de réévaluer les salaires. Et là, si vous remettez à réévaluer les salaires, à réévaluer les pensions, à réévaluer tout ça, vous remettez un petit peu le cycle infernal qui est de course entre l'impression monétaire et les salaires, et ça, c'est la recette pour détruire une monnaie. L'Union européenne, depuis plusieurs années maintenant, rachète massivement les titres de dette publique et privée des pays membres. On a eu la paralysie de l'économie et la désorganisation des chaînes logistiques dans le cadre des mesures de confinement qui ont été prises par plusieurs pays pendant la crise du coronavirus. Maintenant, les sanctions contre la Russie. Finalement, est-ce que, paradoxalement, l'Union européenne ne crée pas toutes les conditions nécessaires justement pour favoriser cette hyperinflation et cette destruction de la monnaie, notamment de l'euro? Oui, bien sûr. Là, en fait, on peut dire que l'Union européenne est très clairement sous influence américaine, et qu'il n'y a plus d'indépendance ni monétaire, ni même, on le voit, diplomatique, au niveau de Bruxelles. La dépendance financière est extrêmement claire, elle date de 2008. C'est quelque chose qu'on a peu couvert, qu'on a peu compris, je me demande si on n'avait pas parlé lors de notre dernier entretien, qui est qu'en 2008, on se rend compte que les banques françaises ont surinvesti le marché des subprimes, et que juste après la chute de Lehman Brothers, vous avez une réunion à la Fed, et le premier point à l'ordre du jour, c'est pas la faillite de Lehman, le premier point à l'Europe, c'est aller sauver les banques européennes, qui sont en train de menacer de faire sauter le système tout entier de manière plus urgente encore que les Lehman Brothers. Et depuis ce temps-là, si vous voyez, les banques européennes ont été sauvées, bien le mettre entre guillemets, par les dollars américains, plus d'ailleurs privés que publics. Mais sauf que ça, il y a une laisse. Ça nous a mis la laisse au cou. C'est-à-dire que les banques européennes sont devenues zombies. Et ils peuvent nous couper du jour au lendemain comme ils veulent. Et du coup, on n'a plus d'indépendance financière. Et effectivement, on est en train d'être sacrifié à l'autel de la grande confrontation de l'époque, qui va être entre les États-Unis et la Chine. La Russie ne pourrait pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui si elle n'avait pas le soutien de la Chine derrière. Derrière la Russie, il y a forcément la Chine. Et voilà, donc oui, on est en train de sacrifier l'euro. Par manque de souveraineté. Battre monnaie est un des grands attributs de souveraineté. Rendre la justice, battre monnaie, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et déjà le fait que les États-nations se soient dessaisis de cet attribut de souveraineté pour la donner à l'Europe, alors on aimerait vous faire croire que c'est une souveraineté élargie. En fait, non, et ça, c'est un truc, vous avez un discours, je ne sais pas s'il est célèbre ou pas, vous avez un discours de De Gaulle, peut-être en 62, je ne sais plus quand, je ne sais plus l'année précise, mais vous avez un discours de De Gaulle qui dit « Attention à l'Europe », où on est déjà sur la discussion entre une Europe fédérale ou une Europe des nations. Vous avez De Gaulle qui défend l'Europe des nations contre l'Europe fédérale que voulaient chez Monnet, Schuman et les autres. Et il dit « Attention avec votre Europe fédérale ». Parce qu'on n'est pas capable de faire de politique. Il dit à l'époque, vous ne pouvez pas, un Français, un Allemand, un Italien, vous ne pouvez pas faire de la politique ensemble. Un Français n'est pas capable d'accepter un ministre des Finances allemand ou inversement. Et donc en fait, vous n'allez pas être capable de faire de politique du tout. C'est sa phrase, on va peut-être pas faire de politique du tout. Mais alors, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire de la politique, quelqu'un du dehors. Je le paraphrase, mais c'est des phrases, quelqu'un du dehors. Et alors il dit, est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que... Oui, il pense aux États-Unis à ce moment-là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque est le même avec l'URSS de l'époque. Et du coup, on sait que vous avez ce risque qui est que à Bruxelles, comme on ne sait pas faire de politique
entre États de manière fédérale, ben, en fait, ça a été capté par les États-Unis. Et c'est une construction sur 50 ans. Hein. C'est quelque chose qui vient de très 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 loin. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et donc, ben, quand vous n'avez plus de souveraineté sur quelque chose d'aussi important que la monnaie, quelque chose d'absolument crucial, ben, ouais, on n'est plus décisionnaire. Et du coup, on est en train de se faire sacrifier. On voit aussi là, dans le cadre de cette crise que donc, suite aux sanctions qui ont été prises, des pétroliers russes proposent maintenant à leurs clients chinois d'acheter les matières premières en yuan. On a aussi l'Inde qui a indiqué qu'elle étudiait la mise en place d'un mécanisme commercial avec la Russie, roupie-rouble. L'Arabie Saoudite, visiblement aussi, en train de faire des pourparlers avec la Chine pour vendre une partie de son pétrole en yuan aux Chinois. Est-ce que finalement ce conflit entre l'Ukraine et la Russie pourrait éventuellement peut-être accélérer, voire précipiter une forme de redéfinition du système monétaire international et menacer justement l'hégémonie du dollar? Absolument. On entend beaucoup en ce moment que les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied et que en se dessaisissant de leur puissance monétaire, ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que quand vous gelez comme ça les avoirs russes, ben, tous ceux qui sont susceptibles à un moment d'être non alignés avec les États-Unis savent désormais que du moment où ils seront non alignés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ils risquent de se faire geler. Donc ils vont aller chercher une alternative. Donc, et on a tendance à dire qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied et ils sont en train de faire une énorme connerie. Il y a une autre hypothèse qui est celle de dire que de toute manière, la fin de l'hégémonie du dollar est de toute manière actée depuis 2008 en fait. À partir du moment où les États-Unis ont refusé de faire la grande réforme monétaire qui aurait pu permettre d'avoir une véritable monnaie mondiale en 2008. En 2008, on aurait pu, c'est-à-dire que le dollar aurait pu devenir véritablement une monnaie mondiale. Il aurait fallu que les États-Unis s'en dessaisissent un peu, voire beaucoup. Et il y aurait pu avoir un système, on était encore dans la mondialisation, on est encore dedans. Ils ne l'ont pas fait. Et à partir de ce moment-là, on sait que le dollar ne peut plus, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a trop de merde sous le tapis, il y a trop... Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, on sait que le dollar est voué à l'échec à terme. Et du coup, à partir du moment où on sait qu'il est voué à l'échec, ben, je pense que ce que les Américains se disent, c'est que ben, autant utiliser la puissance qu'on a encore tant qu'on l'a, plutôt que de la perdre petit à petit sans même s'en rendre compte. D'une certaine manière, ils sont en train de militariser leur dollar, ce qui, en fait, va faire renaître une logique de bloc. Et on se dit, ah ben zut, le dollar est en train de perdre son hégémonie mondiale, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, et du coup, ce sera autre chose que le dollar après. Oui, ce sera autre chose que le dollar après, sauf qu'avant qu'il y ait autre chose que le dollar, il va y avoir une logique de bloc, il va y avoir une démondialisation, et vous allez avoir, et ça y est, les blocs sont en train de se former. Il y a un bloc pour le moment qui est en train de se former entre l'Amérique et l'Europe occidentale, le Japon, après il faut voir, après il faut voir, Israël peut-être, vous avez les pays du Commonwealth, vous avez l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vous avez quand même, donc vous avez ce bloc-là qui est en train de se former, et vous avez un autre bloc qui est en train de se former en face, donc on est en train de retrouver une logique de bloc, et ce que font les États-Unis justement en militarisant leur dollar, c'est qu'ils sont en train de forcer cette logique de bloc, pour se préparer à encore une fois, cette grande confrontation entre les États-Unis et la Chine. Donc faut pas croire qu'ils savent pas ce qu'ils font. En revanche, ils vont pas vers la paix. Pour l'instant, est-ce qu'on peut avoir une idée éventuellement des gagnants et des perdants de ce nouvel ordre monétaire, ou est-ce que pour l'instant c'est encore trop prématuré? C'est-à-dire que il n'y a pas encore de nouvel ordre monétaire. Hein. C'est trop prématuré. Le grand gagnant, c'est l'or. Parce que là, il faut faire attention, c'est que le système financier chinois est tout aussi pourri et corrompu que le système financier américain, voire plus. Le système financier chinois, c'est une horreur. Du coup, il ne faut pas croire que quand on prend le rouble,
Ils ont du boulot à faire aussi. Hein. Là, le rouble, en ce moment, tout le monde dit « Ah, regardez, ils sont en train de faire un pétro-rouble et ça va être extraordinaire. » Ouais, d'accord. Il y a 10 ou 20 ans de boulot devant, quand même. Ça se fait pas en 4 jours. Alors, ils ont déjà commencé, ça se prépare. Effectivement, le fait qu'on justement on les ait asséchés depuis 2014 les ont forcés à des bonnes pratiques monétaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le grand gagnant, c'est l'or. Donc, ça, si vous voulez trouver un remplaçant au dollar, c'est-à-dire non plus une logique de bloc, non plus une logique dispersée façon puzzle, dans laquelle vous êtes dans une logique démondialisée, dans laquelle les échanges peuvent se faire de plein de monnaies différentes, et puis selon les monnaies que vous allez pouvoir ou vous n'allez pas pouvoir. C'est-à-dire qu'on a oublié que ça pouvait freiner les échanges. Il faut à chaque fois qu'il y ait un pays, une monnaie, elle se fait pas toute seule, elle se fait appuyer sur une puissance, et que ce soit le Royaume-Uni ou les États-Unis, ce sont des gens qui à un moment ont détenu plus de 50, à peu près 60% des réserves d'or monétaire. Les États-Unis, c'est ce que les États-Unis avaient en 1945, c'est ce que le Royaume-Uni avait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et peut-être qu'un jour, la Chine aura ses réserves d'or, et une fois qu'ils auront ça, ils pourront à ce moment-là mettre en faillite tout le système de monnaie fiat et repartir sur un étalon or, qui est aujourd'hui ce qu'il y a de plus robuste face à la pourriture ambiante, qui encore une fois est généralisée. Mais ça, c'est à 25 ans, hein, pas avant. Il y a quelques mois, la Banque Centrale Européenne a aussi donné le coup d'envoi d'un projet pilote destiné à déterminer les contours et le fonctionnement d'un euro numérique, donc, qui existerait parallèlement à la monnaie physique et devrait notamment permettre, selon la Banque Centrale Européenne, de ne pas dépendre d'instruments de paiement numériques émis et contrôlés en dehors de la zone euro. Le site de la Banque Centrale explique aussi qu'un euro numérique serait une solution de paiement supplémentaire plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l'accessibilité et à l'inclusion. La Réserve fédérale américaine réfléchit également à un dollar numérique. Elle a publié un rapport à ce sujet fin janvier. La Chine a déjà commencé à déployer un yuan numérique de son côté il y a quelques mois. Quels sont les enjeux de la mise en place éventuelle de ces monnaies numériques de banque centrale, et est-ce que justement les conséquences économiques du conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient accélérer leur déploiement? Alors le coup de c'est fun, c'est bigarré, vous payez plus facilement, ça c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, aujourd'hui vous voulez payer avec votre montre, vous pouvez payer avec votre montre, vous voulez quoi de plus en fait? Il faut arrêter les conneries un peu. En revanche, déjà, on a parlé il y a quelques minutes des problèmes de souveraineté au niveau européen et donc des problèmes de souveraineté monétaire. C'est-à-dire quand je dis qu'on n'est pas souverain monétaire, c'est pas que la France n'est pas souveraine monétairement et dépend de l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas souveraine monétairement et dépend des États-Unis. Donc déjà, vous avez un très très gros problème de souveraineté. Donc à partir du moment où vous n'avez pas cette souveraineté monétaire, le fait que vous donniez encore plus de pouvoir à la BCE, c'est jamais très bon signe avant même de commencer à regarder ce qu'il y a derrière. Déjà, on est mal barré. Bon. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, si on avait été souverain, il y aurait eu quelque chose de très bon à cette monnaie numérique, cette monnaie digitale de banque centrale, c'est que cette monnaie était mise directement par la banque centrale. Alors qu'aujourd'hui, tout l'argent que vous avez sur vos comptes en banque, votre carte bleue, tout l'argent dématérialisé que vous avez est mis directement par les banques commerciales. Ces mêmes banques commerciales dont on a dit qu'elles étaient zombies, le système bancaire européen tout entier est en faillite. Il est zombie et il est simplement maintenu en espèce de coma artificiel parce que ça sert les intérêts américains. Mais aujourd'hui, il faudrait effondrer ce système et repartir. Et pour effondrer ce système, vous passez forcément par une monnaie nationale ou en l'occurrence au niveau européen, une monnaie mise directement par la BCE. Donc le fait de se dire on va pouvoir accepter l'effondrement du système bancaire parce qu'on a rapatrié la monnaie digitale au sein de la banque centrale et plus au niveau des banques commerciales. Ce que ça veut dire quand une banque commerciale fait faillite, c'est qu'éventuellement ce que vous avez sur vos comptes courants est coupé. Et c'est pas les fonds de réserve et les fonds qui vont pouvoir y faire grand-chose. C'est une paille à côté des problèmes qu'on a. Donc ça, c'est bien. Sauf que vous avez, quand vous centralisez comme ça, vous avez toujours des problèmes d'impression illimitée, le fait que, et du coup, ça ne va pas aider l'inflation monétaire de faire ça.
Et l'énorme problème, l'immense problème que vous avez avec ces monnaies digitales, c'est qu'elles permettent de faire des paiements conditionnels ou ce que vous appelez des monnaies programmables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre carte bleue, votre banque peut éventuellement vous couper votre carte bleue, votre banque peut éventuellement interdire à un commerçant, peut couper à un commerçant s'il estime que c'est un terroriste ou quoi que ce soit, ce qui est déjà assez grave en soi, que le fait que les monnaies digitales de banques, des banques commerciales puissent comme ça, tout d'un coup, bloquer vos fonds, sont des choses qui arrivent dans le monde anglo-saxon. Il y a des gens comme ça qui se font couper pour délit d'opinion. On a eu le cas là, justement au Canada, notamment pendant le convoi de la liberté. Sur le convoi de la liberté, par exemple, vous avez tout d'un coup des choses où on est en dehors de la légalité. Alors si vous avez des lois d'exception qui font que si, mais franchement, il n'y a rien d'évident. Donc ça, c'est déjà pas cool. Mais avec une monnaie digitale de banque centrale, ce que vous allez pouvoir faire, si vous commencez à rapprocher ça des problèmes, des questions d'identité numérique et de passe, c'est qu'aujourd'hui, avec votre passe sanitaire, qui va revenir en puissance dans 10 jours, probablement, il ne faut pas croire, hein, vous savez, moi j'ai trouvé le meilleur médicament contre le virus, ça s'appelle l'élection. Hein. C'est un truc de dingue, tout d'un coup, il n'y a plus de virus. Mais bref, et le pass sanitaire aujourd'hui, vous prenez un train et puis votre pass n'est pas à jour, vous n'êtes pas à jour, vous n'avez pas la bonne injection, vous n'avez pas le bon truc, bref. Bon, vous risquez 135 € d'amende, puis la deuxième fois 1500 et des brouettes, puis après vous allez en prison. C'est très aimable déjà. Bon, demain, vous n'allez pas à jour, vous n'allez simplement pas pouvoir acheter votre billet de train. On va dire, ah non, vous n'êtes pas à jour. Et ça, une monnaie digitale de banque centrale permet de faire ça, alors que votre carte bleue, aujourd'hui, la Société Générale ne peut pas faire ça. Le système ne le permet pas. Vous voulez aller prendre un café, vous n'êtes pas à jour, vous ne pourrez pas vendre votre café. C'est pas que le commerçant refuse de vous accueillir, c'est qu'il ne peut pas vous encaisser. C'est ça, la monnaie digitale de banque centrale. Et ça, c'est très embêtant, parce que il faut regarder le truc dans son ensemble. C'est-à-dire que quand vous mettez en place un État policier, parce que c'est ça dont il s'agit, un État policier, pourquoi faire ça? À quoi ça sert? C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en France, où je pensais qu'on était pays des libertés, et où, au contraire, la liberté favorisait la croissance, favorisait le développement économique, favorisait le bien-être. J'ai grandi là-dedans, vous aussi, je pense. Et là, tout d'un coup, on est en train de vous faire l'inverse. Il ne faut pas oublier que, je crois que en 2011 ou en 2012, quelque part entre 2010 et 2012, vous avez le Boston Consulting Group qui donc, tire les leçons de la crise de 2008 et même de la crise des dettes souveraines en Europe. Hein. On a déjà eu ça, on a déjà eu une crise des dettes souveraines en Europe. Il ne faut pas oublier ces choses-là. C'est la crise qu'on a tendance à oublier. Mais pourtant, elle est massive. Et le Boston Consulting Group, donc des collègues à McKinsey, comme on dit, ils disent quelque chose de très intéressant, qui est qu'il y a trop de dettes. Il y a trop de dettes pour que l'économie puisse fonctionner correctement. Là, vous allez vers des dysfonctionnements massifs, dysfonctionnements qui se sont produits. Hein. Derrière, quand vous parlez d'économie d'entreprises zombies, vous avez tout un tas de problèmes de répartition de la richesse, de problèmes d'emploi. Et donc, si vous voulez retrouver une économie un peu fonctionnelle, il faut assainir le système, il faut désendetter. Bon, rembourser, c'est même pas la peine. Ça, tout le monde est d'accord. Hein. Quand vous regardez un peu précisément rembourser, c'est même pas la peine. Rembourser, c'est pas possible. On pourrait faire un grand jubilé, un jubilé sur les dettes. C'est le titre du truc du BCG, c'est Back to Mesopotamia. Voilà, en Mésopotamie, à l'époque, on annulait les dettes à chaque changement de roi ou tous les 80 ans, et puis comme ça on assainissait le système, et puis bon, il y a toujours des gagnants et des perdants quand vous faites ça. Hein. Il y a des gens qui se retrouvent appauvris, d'autres qui se retrouvent délestés, mais au moins vous pouvez repartir. Ou alors, il faudrait faire de l'austérité, c'est l'époque où on rentre à fond dans l'austérité, mais l'austérité, c'est pas possible, parce que dès que vous coupez 0,5 points de dépenses publiques, vous mettez tout le monde dans la rue, en Espagne, aux États-Unis, en France, partout. Tout le monde descend dans la rue dès que vous coupez un peu les dépenses, donc vous ne pouvez pas couper les dépenses. Vous ne pouvez pas couper les dépenses, vous ne pouvez pas rembourser, alors vous pourriez faire un jubilé, mais un jubilé, en fait, aujourd'hui,
ça remettrait en cause toute l'espèce d'aristocratie financière qui tient le système actuel. Ça les fragiliserait énormément, parce que tout d'un coup, tout le système de dette qui contrôle s'effondre. Donc, et du coup, il vous reste l'austérité. Et l'austérité qui n'est pas possible, puisque vous avez 0,5%, tout le monde va dans la rue. Mais là, quand vous avez un contrôle social aussi précis et aussi serré que ça, dans lequel vous avez le droit de faire ce que vous voulez, simplement vous ne pouvez pas payer, tout d'un coup, vous pouvez mettre en place des choses que vous ne pouviez pas mettre en place en 2010. Tout d'un coup, vous allez pouvoir, petit à petit, baisser les dépenses, vous allez pouvoir appauvrir les populations. Encore une fois, quand la Commission européenne dit qu'il faut baisser notre consommation d'énergie de 17%, c'est un appauvrissement. Et aujourd'hui, les populations sont contre cet appauvrissement, et elles ont raison d'être contre cet appauvrissement, parce que cet appauvrissement se fait en même temps que vous avez un enrichissement absolument massif et absolument insupportable de quelques-uns. On me dit, mais attendez, là, on a peut-être d'autres choses à faire avant de nous tordre le cou un peu plus, on peut peut-être rééquilibrer le système. On n'est pas obligé de consacrer autant de notre valeur ajoutée au capital et si peu au salaire. On peut peut-être rééquilibrer ça. On peut peut-être tout d'un coup refaire revenir les emplois en France et remonter un peu des frontières économiques parce que tout le monde perd. C'est-à-dire que quand vous avez l'usine, c'était en 2017 ça, mais vous pourriez avoir la même aujourd'hui, quand vous avez l'usine d'Amiens Whirlpool qui part en Pologne, le peu d'argent que vous gagnez sur le prix de votre sèche-linge qui coûte un peu moins cher, vous payez 10 fois plus en prestations sociales pour tous les gens que vous avez foutus dans la mouise. Et ces gens-là, vous pouvez toujours espérer qu'un ouvrier retrouve de la place en développeur informatique ou en maison de retraite. Je suis pas sûr. Ce mécanisme de monnaie digitale de banque centrale, s'il est associé à un projet d'identité numérique, les deux ensemble, si les deux sont articulés... plus le pass. Plus le pass, qui s'inscrit finalement un peu dans cette identité numérique. En fait, ça permettrait à l'État de disposer d'un pouvoir disproportionné vis-à-vis des individus et des entreprises en lui donnant la capacité de réguler l'accès à des biens ou des services en fonction finalement d'un comportement. Ça s'inspirait un peu d'une forme de crédit social. Oui, c'est totalement un crédit social, mais ça fait des années qu'on sait que l'Occident lorgne le crédit social à la chinoise avec envie, mais ça fait très longtemps que j'entends parler. Alors, au départ, tout le monde trouve ça farfelu. C'était pas farfelu du tout, en fait. Le problème de ce truc-là, c'est que vous sortez de la fabrique de la loi démocratique. Le problème, c'est que ça devient discrétionnaire. Mais on l'a vu déjà là, c'est-à-dire que vous avez vu des choses se mettre en place avant même que les textes aient été votés, avant même que que finalement le Parlement était devenu simplement une chambre d'enregistrement a posteriori à qui on disait « toi tu dois voter ça et puis tais-toi ». C'est ça la Macronie quand même. Et ça, pareil, c'est des choses qui viennent de très loin. Il ne faut pas croire que ça sort tout d'un coup comme ça. Vous avez en 2000 un article qui est absolument fondateur, j'ai du mal à savoir à quel point il est connu en France ou pas, d'un juriste de Harvard qui s'appelle Lawrence Lessig, qui s'intitule « Code is law ». Le code informatique fait loi. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller lire cet article, il en existe une traduction française. Moi j'ai ça sur mon site, si vous tapez Code is law sur l'investisseur sans costume, vous pourrez le retrouver. Dans cet article, il explique que donc le code fait loi, c'est-à-dire que celui qui écrit le code informatique est celui qui définit les règles de vie sociale et qui définit les règles qui nous gouvernent. Il dit ça en 2000, hein. À ce moment-là, ça paraît totalement hallucinant à ce moment-là, mais il a raison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui va écrire le code informatique, qui va définir votre nouvelle monnaie digitale, va dire ce que vous avez le droit de payer, ce que vous n'avez pas le droit de payer, ce que vous avez le droit d'acheter, ce que vous n'avez pas le droit d'acheter. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a tout un tas de choses qui passent directement. Votre passe sanitaire, c'est informatique. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est quand vous allez à un café, quand vous scannez votre passe, c'est vert, tu as le droit, c'est rouge, tu n'as pas le droit. Et tu dis, ah, mais attendez, moi j'ai une bonne raison, j'ai un bon truc, j'ai un bon machin. Non, vert c'est bon, rouge c'est non. C'est le code. Le code fait la loi. Moi, derrière, je n'ai plus d'autonomie là-dessus. Alors, c'est à Paris, quand vous allez dans votre petit café de province, c'est pas ça.
Mais vous voyez le truc, quoi. Donc, en fait, la fabrique de la loi est sortie de l'espace démocratique. Donc vous avez deux manières. Soit vous faites revenir, vous êtes réactionnaire et vous faites revenir la fabrique de la loi dans les parlements et vous êtes contre l'informatisation et vous vous accrochez à vos pièces et vos billets. Soit vous finissez par comprendre que finalement vous avez besoin de rentrer dans ce domaine-là et vous avez le droit et vous devez regarder et vous devez vous intéresser à toutes ces entreprises qui créent ce code informatique, tous ces GAFA, ces choses-là, et qui ont ce pouvoir-là. Et en tout cas, la souveraineté passe par là. Tant qu'on ne peut pas être souverain, tant qu'on dépend des GAFA. On ne peut pas être souverain tant qu'on n'a pas notre monnaie. On peut être souverain tant qu'on n'a pas ces choses-là. Et quand je dis on ne peut pas être souverain, alors oui, on va dire que je suis souverainiste, c'est pas grave, j'ai du mal à me définir comme souverainiste. Mais c'est simplement, vous voulez une transition écologique, vous voulez de la justice sociale, vous voulez toutes ces choses-là, mais si vous n'êtes pas souverain, c'est pas vous qui décidez. Moi, je veux tout ça aussi, mais c'est pas nous qui décidons. On le voit bien dans cette élection à quel point on est impuissant. On voit bien aujourd'hui quelles sont les questions qui nous animent. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Et donc, si vous voulez qu'on puisse traiter des questions écologiques, si vous voulez qu'on puisse traiter des questions sociales, si vous voulez qu'on puisse traiter de toutes ces questions économiques, financières, tout ça, il faut commencer par être souverain. Sinon, tant qu'on n'a pas de souveraineté, souveraineté c'est juste du contrôle, on n'a pas de contrôle, on est des esclaves, quoi. C'est ça, en fait. Il faut qu'on se rappelle un peu, tout ça. Ça prend du temps. Et comment peut s'expliquer, selon vous, cette forme de fascination des pays européens sur le modèle de crédit social chinois, puisque finalement l'Europe s'est quand même construite sur des principes de liberté relativement antagonistes. Qu'est-ce qui a poussé cette rupture, ce point de bascule, selon vous ? De manière très cynique, c'est la seule manière pour le système actuel de se prolonger un peu plus. Encore une fois, vous êtes sur un système qui fonctionne sur la dette. Ce système est plus qu'épuisé. La prédation, ce qu'il faut bien comprendre, quand on émet de la dette, il y a cette espèce d'idée que la dette, c'est pour demain, et ce seront les enfants et les petits-enfants qui paieront. C'est faux. C'est tout à fait. La dette, vous la payez aujourd'hui. Pourquoi vous la payez aujourd'hui, cette dette ? Parce que la monnaie, déjà dans le système actuel, la dette, quand vous créez de la dette, vous créez de la monnaie. Donc il y a une équivalence entre dette et monnaie. Qu'est-ce que c'est que la monnaie ? La monnaie, c'est jamais qu'une représentation des richesses que vous créez et que vous partagez dans une zone à un moment donné. Mais bon, quand vous créez plus de monnaie que vous créez de richesses, ce qui est le cas, la personne qui va toucher cette monnaie va s'enrichir par rapport à la personne qui ne la touche pas. Ou encore pire, qui en touche un peu moins. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, si vous avez une explosion des inégalités, c'est pas parce que vous avez des gens qui travaillent mieux et des gens qui travaillent moins bien, parce qu'il y a des gens qui travaillent plus et des gens qui travaillent moins, il y a des gens qui touchent plus, il y a des gens qui touchent moins. Et ça, c'est le fait du roi. Et ça, c'est le fait du prince. Et pourquoi je dis ça ? Pardon, vous pouvez me rappeler votre question ? Je suis désolé, je viens de me perdre là. Là, ce que vous avez parlé, c'est l'effet cantillon. C'est l'effet cantillon. On est en plein dans un effet cantillon. Et pourquoi ? Non, mais c'était quoi ? Alors, c'était en fait, pourquoi est-ce que finalement nos responsables politiques... Ah oui, pourquoi ils font ce crédit social ? Et donc, vous avez un système qui est intolérable d'un point de vue social. Donc, si vous laissez faire, si vous voulez, vous allez avoir les gilets jaunes, ça va continuer. Il y a un moment... Vous savez, le pass sanitaire, on l'a tous accepté parce qu'il y avait une forme de conscience qu'il fallait qu'on fasse ça tous ensemble, il y a eu une forme de sidération, puis tout d'un coup, on voit les problèmes s'accumuler. On se dit, attendez, ce pass sanitaire, il était vraiment sanitaire ou il y avait autre chose derrière ? Et donc là, tout d'un coup, on est en train de se dire, attendez, c'est pas exactement ce qu'on nous avait vendu. Donc ce qu'on a fait volontiers depuis 2 ans, peut-être que la prochaine fois, on aura moins envie de le faire. Peut-être que la prochaine fois, quand ce sera non plus un pass sanitaire, mais un pass nucléaire, j'en sais rien, parce que... non, mais vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, après, il ne faut pas croire que ça va rester dans la sphère financière, dans la sphère sanitaire. Quand je dis nucléaire, c'est que vous allez avoir un pass de guerre. C'est quand même... le rationnement, ça va souvent avec la guerre est en train de revenir. Un pass écologique. Ouais, donc vous allez peut-être à un moment, on va plus être d'accord. Aujourd'hui, le pass qu'on a actuellement, si la population dit non, non, j'ai pas envie. Le truc s'effondre dans la seconde.
Mais à partir du moment où vous avez ce contrôle social, le truc devient tout d'un coup incroyablement plus robuste. Vous avez faut pas oublier que l'URSS, c'est foutu en 1923 à peu près. On sait que c'est foutu. Pourtant, ça tient jusqu'en 1991. Pourquoi ça tient? Ça tient parce que vous avez un État policier qui s'est mis en place. Bon, bah là, c'est pareil. Là, on a un truc qui est foutu, mais qui peut tenir s'il y a un État policier qui se met en place. Donc, c'est uniquement un système qui cherche à se maintenir, mais presque de manière, sans qu'il y ait forcément de volonté. Bien sûr qu'il y a cette suréféraire, et il y a des gens qui les servent parce que c'est leur intérêt, mais il ne faut pas croire, faut pas croire que vous avez des grands méchants qui sont en train de tout manipuler par-dessus. Ils ne sont pas plus libres que vous et moi, ils sont aussi bloqués que nous. C'est vraiment un système qui veut se perpétuer. Mais de la même manière que si on veut être très 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 cynique, toute cette espèce de logique, de liberté qu'on a hérité de la Révolution, c'était aussi très pratique tant qu'il y avait le bloc communiste, parce qu'il y avait une concurrence et qu'il fallait quand même vendre le système capitaliste américain à une époque où, il ne faut quand même pas oublier que l'URSS avait quand même très bonne presse chez les élites occidentales. Hein. Donc vous aviez une concurrence qui forçait aussi un peu à une forme de... à ça. Mais les gens qui prônaient, en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces gens qui prônaient ces valeurs de liberté auxquelles je suis très attaché, ne le faisaient pas forcément parce qu'ils étaient attachés à ces valeurs, mais simplement parce que ça les servait. Bon, c'est autre chose. En tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que le contrôle social, c'est la seule manière que le système ne s'effondre pas. Et est-ce qu'en empruntant ce chemin de l'identité numérique et de l'euro numérique, on pourrait éventuellement aussi avoir une économie... se diriger vers éventuellement une société de rationnement, justement rendue possible par ces outils technologiques numériques, dans laquelle finalement seulement un petit nombre d'individus un peu privilégiés, une espèce de nomenclatura moderne, pourrait se permettre de vivre comme avant? Oui, bien sûr. Oui, on est en train de se rendre compte que les ressources, c'est pas illimité. Que l'énergie, si on coupe le gaz russe, tout d'un coup ça explose. Parce qu'il y a quand même cette espèce de génie du capitalisme qui est de faire toujours de l'abondance. Alors, une abondance qui, ces dernières années, s'est faite de manière assez vicieuse, avec de la dégradation de produits. On vous met moins de cacao dans vos chocolats, on vous met moins de bons produits parce que tout le monde est en train de s'appauvrir. Mais le capitalisme, ça vous donne accès à l'eau dans les déserts. Simplement très cher. Et ça fait partie, c'est vraiment le génie du capitalisme, mais qui a été totalement détourné et qui aujourd'hui, pareil, c'est en train de se zombifier. Et donc on se rend compte que, les ressources sont rares, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les ressources énergétiques, que ce soit les ressources alimentaires. Alors, les ressources sont rares, mais il y a un moment, on peut se demander si les produits qu'on achète en supermarché, c'est encore des choses qui sont bonnes, en fait. Aujourd'hui, un bon fruit, un bon légume, c'est rare. Des bons produits, c'est rare. Et on est en train de se rendre compte de cette rareté. Et cette rareté, vous avez deux manières de la gérer. Soit vous vous mettez autour d'une table et vous dites de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et sur quoi on va travailler. Parce qu'en soi, en France, on n'est pas beaucoup à travailler. Hein. On est 4 sur 10 en France à être occupés de la naissance à la mort. En Allemagne, c'est 5, en Suisse, c'est 6. Donc 4, c'est pas beaucoup. Hein. Si on a des problèmes et qu'il y a des problèmes de rareté, on peut faire des choses. Hein. S'il faut aller travailler très fort pour essayer de trouver une alternative énergétique, alors on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on pourrait le faire. Il y aurait des choses à faire. On pourrait aller travailler sur notre nucléaire, sur nos gaz de schiste, il y a toute une réflexion à faire, même sur les renouvelables, on pourrait tout d'un coup se mettre tous à bouffer en abondance et des produits de très bonne qualité, si tout d'un coup on se mettait à travailler nos terres, non plus de manière ultra mécanisée et de manière ultra productiviste, mais réaccepter d'avoir des bons produits. On pourrait construire des très belles maisons si on s'y mettait tous, en fait, mais il faut simplement s'y mettre. Donc ça, c'est une possibilité. Et aujourd'hui, vous voyez bien que vous avez l'inverse. Aujourd'hui, on est en train d'empêcher les gens de travailler
par un système qui vous empêche, qui vous bouffe. Aujourd'hui, moi j'ai grandi avec cette espèce d'idée que les banlieues c'était que des fainéants, que c'était rien que des assistés, et qu'il fallait tous les renvoyer dans leur pays. Non, mais vous vous rendez compte aujourd'hui, déjà il y a les chauffeurs Uber, ils bossaient dur pour pas grand chose, mais alors maintenant les livreurs Uber qui sont en vélo, qui sont en scooter, qui sont tout ce que vous voulez, ces gens-là, ils travaillent comme des dingues pour pas un rond, pour pas un copec. Et donc il y a aujourd'hui des gens qui veulent bosser. Et sauf qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les gens de bosser pour préserver ce système, et parce qu'on refuse de bien répartir la valeur ajoutée, de bien répartir la richesse, parce qu'il y a un moment aussi, pour bosser, il faut qu'il y ait un peu de gâteau à la fin. On ne bosse pas non plus pour rien, quoi. Et comme on ne veut pas faire ça, forcément, à la fin, vous avez du rationnement. Comme on n'est pas capable de se mettre autour de la table pour dire de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on veut vraiment, collectivement, qu'est-ce qu'on veut faire, et qu'est-ce qu'on accepte comme sacrifice, parce que ça va demander des sacrifices, qu'est-ce qu'on accepte comme sacrifice, qu'est-ce qu'on accepte, une sorte de nouveau contrat social, c'est très moche comme mot, mais c'est le cas. Et comme on refuse ça, oui, on va vers du rationnement. Forcément. Il y a un moment, les Chinois, ils vont en avoir marre de nous envoyer leurs produits à pas cher. Les Chinois aussi, ils ont envie de s'enrichir. Il y a un moment, surtout si on commence à remettre du contrôle, si on commence à remettre des contrôles d'échange et si on commence à remettre des frontières monétaires. Le rationnement, et la monnaie de banque centrale, vous allez en plein dans le rationnement. Et le pire, c'est que c'est un rationnement qui va se faire en dehors du contrôle d'un parlement. Une espèce de soviétisation de l'économie. Oui, je pense que ça fait un moment qu'on en parle. Mais vraiment, le mot soviétisation est important parce que c'est une soviétisation dans le sens où vous avez un système qui a bout de souffle et qui devient policier plutôt que de se réformer. Il y a quelques semaines, vous avez publié un article intitulé « La crise terminale du capitalisme » sur votre site, justement. Dans cet article, vous évoquiez notamment le risque de voir se réveiller les spectres de la crise financière de 2008. Et vous écriviez « L'heure des comptes est déjà passée, c'est l'heure des saisies qui arrivent ». En incitant notamment vos lecteurs à se prémunir contre le risque de faillite des banques européennes et le risque de faillite de l'euro. Alors, en quoi vivons-nous la crise terminale du capitalisme et comment justement se prémunir de manière assez efficace contre ce risque bancaire et ce risque de faillite de l'euro qui menace ? Le problème, on est en crise terminale parce que le problème d'endettement a migré petit à petit des entreprises vers les banques centrales et qu'aujourd'hui, en fait, la bombe a migré vers le cœur du système qui sont les banques centrales. Mais il ne faut pas oublier qu'avant 2008, les banques centrales n'ont pas des bilans comme elles ont aujourd'hui. On ne rachète pas des actifs n'importe comment, on rachète pas, c'est des choses qui ne se font pas avant. Et donc vous aviez, avant 2008, des banques centrales qui étaient quand même un peu plus saines. Aujourd'hui, les banques centrales sont pourries. Donc c'est en ce sens-là que je dis que, quand je dis que l'heure des comptes est déjà passée, c'est que les monnaies, c'est encore une fois, le moment où vous créez le problème et le moment où il se réalise ne sont pas les mêmes dans les questions monétaires. De la même manière que l'hyperinflation de Weimar se remonte à 1914, en fait, à tous les choix allemands de la Première Guerre mondiale et après. Et l'hyperinflation de Weimar, elle ne sort pas comme ça du chapeau. C'est pas des gens qui, en 1922, ont décidé que. C'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, de la même manière, là, la monnaie est déjà, je vous dis, la monnaie est une représentation de la richesse. À partir du moment où vous ne savez même plus combien il y a de monnaie en circulation, puisque vous ne savez pas ce qui est de la monnaie, ce qui n'est pas de la monnaie. Est-ce qu'un produit dérivé est de la monnaie ? Oui, un produit dérivé est de la monnaie. Sauf que personne ne sait vraiment ce qu'est un produit dérivé. Personne ne sait ce qu'il y a comme produit dérivé dans les comptes de la Deutsche Bank. Mais on sait que le jour où vous ouvrez ça, mais vous savez que c'est la boîte de Pandore que vous ouvrez. Or, qu'est-ce qui fait que la BNP fonctionne ? C'est que la BNP fonctionne parce qu'elle pense qu'elle est assurée, et qu'elle est assurée notamment par des produits dérivés de la Deutsche Bank. Qu'est-ce qui fait que derrière, vous avez des entreprises qui pensent qu'elles sont assurées contre plein de risques et qu'elles peuvent opérer sans s'effondrer demain parce qu'elles sont assurées par la BNP ? Et que, quand on parle de risques, c'est des risques de change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui font de l'import, de l'export, qui ont plein de produits financiers pour se couvrir contre les risques de change. Vous avez tout un tas, vous avez toute une ingénierie financière qui s'est greffée à l'économie réelle, qui est totalement pourrie. Et donc cette ingénierie financière, aujourd'hui, est devenue radicalement
pourri. Enfin, c'est un truc... Mais ça, pareil, ça fait très longtemps qu'on le sait. Plus personne parle de Deutsche Bank. Tout le monde se fiche de Deutsche Bank. Le problème n'a pas bougé depuis 10 ans. Mais il est là, il reste là, il gonfle, il continue à gonfler, il continue. Et le jour où vous voulez remettre un peu à plat toutes les interconnexions entre qui assure qui, c'est comme les subprimes. Les subprimes, quand on y pense, tout le monde se pensait assuré, et on ne s'était pas rendu compte. Personne ne savait que, au final, tous les risques s'étaient reconcentrés chez les assureurs AIG, Fannie Mae et Freddie Mac, qui sont les grands assureurs, les équivalents des AXA aux États-Unis. Personne ne s'était rendu compte que en fait, le risque qui était censé être disséminé sur le marché s'était en fait reconcentré chez quelques grands acteurs qui pétaient rien à ce qu'ils faisaient, et qui tout d'un coup... L'assurance, c'est un truc important, hein. On ne se rend pas compte, mais un système d'assurance saine est essentiel au bon fonctionnement d'une économie. Vous ne pouvez pas travailler correctement si vous risquez de vous faire couper la tête tous les matins. Le système assurantiel aujourd'hui est corrompu jusqu'à l'os. Donc oui, il faut en sortir. Il faut en sortir, je veux dire, tous les problèmes ont migré au niveau monétaire, jusqu'au cœur de la monnaie. La monnaie, c'est un bien commun. Hein. C'est-à-dire que le jour où vous décidez que vous n'avez plus confiance en votre monnaie, tout d'un coup, la valeur de votre monnaie s'effondre. Mais ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait au niveau des populations, c'est impalpable, vous ne décidez pas quand. Mais je peux vous assurer qu'un jour, on va se rendre compte collectivement que nos monnaies, en fait, ne servent plus à rien. Mais surtout, quand on dit, ben voilà, vous allez avoir ces paiements conditionnels, vous allez avoir tout ça, il y a un moment aussi où les gens vont simplement arrêter, et on va repasser au troc, ils vont arrêter de se payer. Alors à Paris, ça arrivera peut-être pas, mais vous allez dans vos petits bars de campagne, et ben, vous ferez servir le café, puis vous filerez une pomme à la place, ou vous payez votre repas. C'est des choses si vous arrivez à un système totalement policier, ben, vous allez voir ce qui se passe en URSS. Les gens vont faire des économies parallèles, des vies parallèles, et c'est ça qu'il faut préparer aujourd'hui. Je dis pas qu'on y arrivera, je dis qu'en revanche, imaginez que le système financier ne va pas se prendre va pas se fracasser dans les 10 prochaines années, c'est être excessivement optimiste. Et donc ne pas avoir un peu de patrimoine en dehors du système financier, que ce soit de l'or physique, que ce soit de l'immobilier, que ce soit un potager, que ce soit des biens de collection, des denrées non périssables, que ce soit des crypto-monnaies, que ce soit... Il y en a pour tous les goûts, hein, que vous ayez envie d'aller faire votre ferme autosuffisante dans le Larzac, ou que vous soyez un technophile à vouloir faire pousser vos légumes sur le toit des immeubles, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est selon vous, où est-ce que vous habitez, comment vous voulez vivre. Mais c'est pas très... En fait, quand on commence à réfléchir à débancariser, à même démonétiser et à avoir de la richesse qui ne soit pas de la pure monnaie ou qui ne soit pas logée dans les banques qui, encore une fois, sont très mal en point, mais vous avez tout un tas de choses qui marchent très bien et qui sont d'ailleurs des investissements qui ne sont pas... C'est pas des trucs... alors aujourd'hui, ça paraît extraordinaire, mais investir dans des biens de collection, ça n'a rien d'extraordinaire. Avoir de l'or physique, de l'argent, des pièces d'argent, ça n'a rien d'extraordinaire. Avoir de l'immobilier, ça n'a rien d'extraordinaire. Détenir une part dans une société locale directement, sans que vous soyez passé par une banque pour investir dans des entreprises, ça n'a rien de... Et pourtant, quand vous faites ces choses-là, vous débancarisez, vous démonétisez. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que si à un moment vous avez 20% d'une entreprise qui produit des pneus, bah, cette entreprise, alors, des pneus, ça ne vous servira pas beaucoup, mais vous avez une richesse qui est là. Même si votre monnaie s'effondre, cette richesse, elle est là, elle est présente. Alors vous n'avez aucune alternative qui va être parfaite. C'est-à-dire que vous investissez dans l'immobilier peut être saisi, vous investissez dans des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies peuvent être rendues illégales, rien n'est parfait, mais vous pouvez, selon votre condition, selon là où vous habitez, selon votre situation familiale, vos objectifs dans la vie, vous avez plein de manières de sortir de ce système qui est encore une fois, est très très mal en point, et ne serait-ce que, même si le truc ne s'effondre pas, bon, bah, vous prenez 10% d'inflation pendant 3 à 4, pendant 10 ans, encore une fois. La banque, la Commission européenne a dit, là, pendant 10 ans, ils sont en train de faire un appauvrissement général. Vous avez le droit de le refuser, cet appauvrissement général, si vous sortez du système. C'est-à-dire que si vous mettez, je peux vous assurer que dans les 10 prochaines années, si vous mettez vos économies en or, vous allez éviter cet appauvrissement. Alors, vous aurez certains bâtons dans les roues. L'or est volatile, vous avez d'autres problèmes. Mais vous pouvez dire non à ça. Il suffit de le vouloir. Alors j'aimerais aussi revenir avec vous sur l'actualité politique française.
Le premier tour de l'élection présidentielle vient d'avoir lieu le 10 avril, a vu Emmanuel Macron arriver en tête, suivi par Marine Le Pen. Alors, plusieurs affaires ont fait couler beaucoup d'encre pendant la campagne électorale, notamment on a eu ce qu'on appelait le McKinsey Gate, le Rothschild Gate. De votre côté, vous vous êtes intéressé à un autre sujet. Alors c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années, je crois. Et là, vous avez écrit quelques articles sur ce que vous appelez le BlackRock Gate, et notamment sur les relations entre Emmanuel Macron et Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock. Donc BlackRock, une multinationale américaine basée à New York, qui gère des milliers de milliards de dollars d'actifs. Donc, dans un article que vous avez publié début avril, vous évoquez notamment les liens incestueux entre Emmanuel Macron et BlackRock, et vous soulignez que ces liens seraient incroyablement plus vicieux et destructeurs que ceux qui lient Emmanuel Macron à McKinsey. Alors quels sont les liens justement entre Emmanuel Macron et BlackRock et Larry Fink, donc le patron de BlackRock, et pourquoi ces liens seraient plus vicieux et destructeurs que ceux qui lient Emmanuel Macron au cabinet de conseil McKinsey? Alors McKinsey, ces grands cabinets de conseil sont des transmetteurs. Ce ne sont pas des gens, je te jure ce que je veux dire, ce sont des gens qui sont très efficaces. Ce ne sont pas des gens, je veux dire, qui sont pas des gens qui pensent par eux-mêmes. C'est un peu dur, mais ce sont des gens qui sont là pour gagner de l'argent. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des gens qui font des PowerPoint. Je suis désolé, moi j'ai pas beaucoup d'admiration pour les gens qui passent leur vie à faire des PowerPoint. C'est très efficace. Ce sont des gens qui sont efficaces, mais c'est pas eux ils transmettent une politique vaccinale, ils transmettent des choses comme ça, mais ils ne les créent pas, il faut que les transmettre. Donc si vous voulez remonter à l'échelon du dessus, c'est plus intéressant. BlackRock, donc on parle depuis le début de cet entretien des problèmes de dette. Problème de dette, c'est toujours pareil, dans une comptabilité à double entrée, vous avez un actif en face. Et ces actifs en face, sont les actifs financiers, sont les actions, les obligations, c'est la masse des actifs, et qui est le plus gros détenteur d'actifs financiers au monde aujourd'hui, c'est BlackRock. Donc BlackRock est aujourd'hui tellement gros que BlackRock est intimement lié au système actuel. Ils ne peuvent pas survivre à l'effondrement du système. Donc BlackRock, de par sa position, pas par choix, mais parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont protégés par la Fed aussi. C'est-à-dire que BlackRock en 2020 aurait fait faillite s'ils n'avaient pas été sauvés par la Fed. C'est pas parce que vous êtes gros que vous n'êtes pas fragile, même l'inverse. Donc ils ont intérêt à aller au bout du système et aller au bout de cette espèce je vous dis, ce système dans lequel vous allez, le capital est devenu un ogre dans lequel vous sacrifiez tout à l'autel du capital. Vous sacrifiez les salaires, vous sacrifiez la valeur ajoutée, vous sacrifiez même la richesse à la fin. C'est quelque chose qui devient totalement irrationnel. Et donc BlackRock, avec 10 000 milliards d'actifs sous gestion en direct et 20 000 de plus indirectement par leur logiciel, vous avez non seulement des gens qui aujourd'hui dépendent radicalement du système, mais qui en plus ont développé un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous êtes un actionnaire de référence de toutes les entreprises américaines du S&P 500, donc les 500 plus grosses, et vous descendez, alors même au niveau des plus petites, ils sont très présents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont actionnaires de référence de Pfizer, comme de Merck, comme de tous les grands groupes pharmaceutiques américains. Ça veut dire que là où vous pensez que tous ces groupes sont en concurrence les uns avec les autres et que cette concurrence va permettre de faire sortir les meilleurs produits et les meilleures solutions aux problèmes à un moment donné, c'est faux. À un moment donné, vous avez au-dessus un même actionnaire qui peut orienter, et qui le fait surtout. C'est-à-dire que si vous regardez un peu avec Merck, il est probable qu'il y a un moment, BlackRock ait demandé à Merck de se retirer, de laisser Pfizer, en échange de quoi ils leur ont filé 2-3 trucs après. Ça, j'avais travaillé ça dans un article. Oui, dans le cadre d'un traitement dont on ne peut pas prononcer le nom, qui avait été développé. Ah oui, c'est vrai, je sais pas quoi. Pardon, non, mais il faut couper ce qu'il faut couper, c'est vrai. Non, mais on n'a pas prononcé le nom, donc ça va. Mais un traitement antiparasitaire à la base qui aurait pu être déployé visiblement sur une maladie récente. Et voilà. Ce que vous dites dans cet article, vous allez très loin déjà là. Oui. Et surtout, ou si vous pour revenir en France,
Ou par exemple, vous prenez une boîte comme Danone, qui a une structure capitalistique très anglo-saxonne, très éclatée, qui est un peu moins à la française, où en France on est un peu plus en bon père de famille, ce qui fait que Danone est précurseur d'une certaine manière par leur structure capitalistique, mais Emmanuel Faber, qui était l'espèce de PDG star de Danone, qui voulait faire des bons produits, qui mettait l'écologie à fond dans sa stratégie, qui faisait intervenir ses salariés. Moi j'ai causé avec des salariés de Danone qui me disaient « mais moi j'ai été invité au conseil d'administration de Danone pour aller présenter mon truc, pendant 3/4 d'heure j'ai causé, et la nana elle n'était pas au COMEX, hein. Enfin c'était un cadre, c'était pas... Mais, et il s'est fait virer. Et il s'est fait virer Manu Militari, et derrière ça vous avez BlackRock, parce qu'il ne faisait pas assez de fric. Alors c'est pas BlackRock directement, parce que vous pouvez pas dire que vous êtes pour le capitalisme inclusif, pour l'écologie, pour sauver les ours blancs, et en même temps virer Emmanuel Faber qui fait pas assez de profit. Mais c'est des mécanismes qu'on connaît, qui ont déjà été faits, où vous prenez un fonds activiste qui met le désordre, le bazar dans votre société, et puis derrière, au moment où vous devriez lui mettre une claque et lui dire écoute maintenant tu rentres, ben, vous laissez faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc BlackRock aurait pu sauver Faber, ils l'ont laissé mourir, enfin mourir le pauvre, se faire licencier, ça suffit. Donc vous avez comme ça des entreprises qui aujourd'hui sont capables de se faire un patron du CAC 40 sans aucun problème, qui sont capables d'attaquer la dette française. Depuis 2017, BlackRock se met à surpondérer la dette française dans leurs achats d'actifs, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent les revendre, ces actifs. Si demain, ils peuvent mettre à genoux n'importe quel président de la République, dans le système actuel, en vendant les dettes qu'ils ont rachetées. Donc là, ils ont donné un plat de lentilles à Emmanuel Macron en rachetant les dettes, mais si demain, Emmanuel Macron ou un autre n'est pas conforme, ils revendent les dettes, ils attaquent, et juste quand on dit les marchés attaquent la signature de la France, ou des entreprises, ou l'économie. Les marchés, aujourd'hui, c'est BlackRock. Aujourd'hui, ils ont obtenu une telle puissance, par leur taille, par leur poids, qui fait que, quand on dit les marchés, vous pouvez dire BlackRock. C'est aussi simple que ça. Alors, ils ne sont pas tout seuls. Derrière, il faut rajouter Vanguard, il faut rajouter State Street, il faut rajouter tout un environnement, c'est-à-dire que ça chasse en meute, ces gens-là. Mais eux, c'est le chien de tête. Et donc aujourd'hui, comme vous avez cette espèce de reconstitution de monopole à l'état du capitalisme, ben vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est en mesure de venir dicter ce qu'il veut à un président de la République française. Alors le président peut éventuellement dire non, et il peut éventuellement aller à la confrontation, ça fait mal, c'est douloureux, sauf que là, on a quelqu'un qui baisse son froc tout de suite. Emmanuel Macron, j'entendais ça encore ce matin, en gros, Emmanuel Macron, depuis 5 ans, a fait un choix qui a été de se dire je vais prendre mon plat de lentilles pour vendre les intérêts stratégiques de la France. C'est-à-dire que j'ai vendu mes intérêts stratégiques à BlackRock, j'ai laissé faire Danone. C'est un moment, vous avez le droit de faire de l'ingérence. Quand vous voyez qu'une puissance étrangère est en train de faire de l'ingérence dans un groupe du CAC 40, vous avez le droit de dire non. Ça se discute en tout cas, c'est pas être anti-libéral, c'est pas être mélanchoniste, bien sûr que l'État se mêle des affaires. Vous avez le droit à un moment de ces choses-là. Macron l'a jamais fait. Macron en laissant partir, en ouvrant le coffre-fort des retraites qu'il est en train de faire, en laissant partir des fleurons nationaux aux États-Unis, en faisant tout ça, Emmanuel Macron sert la politique de BlackRock. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et après, si vous voulez regarder les détails croustillants, c'est pour ça que j'ai sorti ça, c'est qu'en plus, vous vous rendez compte que le PDG de BlackRock, Larry Fink, se balade en France dans les moments les plus cruciaux des 2 grands épisodes des 2 dernières années, qui sont donc, dans la crise sanitaire, l'institution du pass sanitaire. Le jet de Larry Fink, et donc on suppose Larry Fink, sont à Paris juste avant qu'on mette en place lors du Conseil de défense qui va lancer l'arrivée du pass sanitaire, de sa généralisation en tout cas, au mois de juillet 2021, et au mois de novembre, à un moment aussi absolument crucial pour le conflit ukrainien, au moment de la mobilisation. Et je répète, pas vous, mais c'est quelque chose que je répète beaucoup en ce moment, dans les guerres, souvent la mobilisation est plus importante que la date officielle d'entrée en guerre. Parce que quand vous avez mobilisé, c'est compliqué de faire rentrer tout le monde chez lui après. Et pareil, il est à Paris à ce moment-là, Paris qui est la grande puissance militaire de l'Union européenne, encore plus depuis que le Royaume-Uni est sorti, qui a son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a
qui a l'arme atomique, et dans le passé, Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont eu un rôle stratégique de pacificateur en Ukraine, qu'on n'a pas joué là. Et comme par hasard, quand vous regardez BlackRock, ils ont fourragé en Ukraine, alors moins que les Biden, et moins, ils sont pas aussi... Mais quand même, en 2014, quand Larry Fink vous explique, la main sur le cœur, qu'il a gagné la guerre économique en un jour, il n'a pas gagné sa guerre, hein, et que si la Russie voulait avoir ses fonds de pension, hein, il fallait qu'il joue le jeu le jeu de la communauté mondiale, et que tant qu'il se mettait en marge, on lui couperait les vivres et qu'il ne pourrait pas survivre. Ce que dit le maire, c'est ce que disait déjà Larry Fink en 2014. Et il vous raconte tout ça en vous disant, voilà, vous comprenez maintenant, on n'a plus besoin de faire de guerre parce que moi je vais réussir à éviter les guerres avec juste la guerre économique. Et donc il vous dit ça. 5 jours auparavant, ils se sont chargés à mort d'actifs russes. Donc le même gars qui vous explique qu'il faut faire les embargos, qu'il faut couper les vivres et qu'il ne faut pas faire ça, 5 jours avant, il a fait ce qu'on dit « buy when there's blood in the street », vous achetez quand la rue est à feu et à sang. Et donc lui, il a racheté par derrière plein d'actifs russes au moment où il disait qu'il ne fallait pas le faire. C'est ça BlackRock, c'est ces gens-là. Et donc oui, des gens comme BlackRock, aujourd'hui, ont la puissance pour pouvoir faire de l'ingérence à un niveau diplomatique en Ukraine. Ils ont un niveau, et 2, oui, ils ont un intérêt, oui, ils fourragent là-dedans, et oui, ils disent des choses et ils font l'inverse. Ouais, ces gens sont flippants. C'est-à-dire McKinsey va pas... McKinsey, c'est rien à côté. Ces gens-là font pas des guerres encore. Peut-être qu'ils... Oui, vous écrivez dans votre article, d'ailleurs, plus BlackRock étend son emprise, et plus il récompense le vice et punit la vertu. Absolument. Ah oui, ces gens, c'est comme Macron, hein, ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Et alors peut-être un mot aussi sur ce qu'on appelle le Rothschild Gate, qui a été mis en lumière récemment dans le cadre d'un documentaire de Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Minier, qui s'interroge sur les déclarations de patrimoine et d'intérêt d'Emmanuel Macron à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et notamment sur les honoraires qu'il a perçus dans le cadre des transactions qu'il a effectuées quand il était banquier d'affaires chez Rothschild. Qu'est-ce que cette affaire vous inspire, notamment au regard de votre connaissance du monde de la finance et des mécanismes qui peuvent éventuellement être utilisés pour rémunérer les banquiers d'affaires dans le cadre de leurs transactions? Ça m'inspire mieux vaut tard que jamais. C'est un grand étonnement pour moi. En 2017, j'avais passé mon temps... J'étais très étonné, moi, en 2017. Et donc, il y a eu un moment, tous les gens que je voyais, je leur posais les mêmes questions. Je disais, mais attendez, c'est mal ce qu'a fait François Fillon de faire un emploi fictif à sa femme. Ah oui, c'est très, 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 très mal. Mais alors, attendez, Emmanuel Macron qui fait disparaître 3 millions d'euros de Rothschild, c'est pas mal, ça? Ah non. Parce que tout existait, tout était là en 2017. On savait l'argent qu'il avait touché, on savait que cet argent avait disparu. Alors, oui, d'accord, on ne savait pas officiellement comment, mais oui, effectivement, moi, à mon niveau, comment fonctionne la banque Rothschild et comment elle paye ses salariés et comment tous ces gens-là, en fait, se retrouvent tous dans des trusts à Jersey. Merci, on savait, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la première chose, c'est bon, mieux vaut tard que jamais. Il fallait que quelqu'un fasse le travail marketing, d'aller faire une enquête, mettre le truc, ressortir ça. La population, aujourd'hui, est probablement aussi plus à même d'accepter ce truc-là. Mais tout était déjà là en 2017. C'est ahurissant de se rendre compte comment on peut collectivement avoir des illusions pas possibles. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est que tout ça est légal. Tout ça est légal jusqu'à ce que ça ne le soit plus, mais en soi, il n'y avait rien qui interdisait la banque Rothschild à payer ses salariés dans des trusts, et ensuite, alors il devrait les déclarer. Et là, il y a une question qui se pose, mais peut-être même que ces gens sont suffisamment vicieux pour avoir trouvé un moyen légal de ne pas les déclarer, parce que comme c'est très compliqué de remonter au bénéficiaire final de ces trusts-là, comme on ne sait pas qui est le bénéficiaire final, peut-être qu'en fait, tant que Emmanuel Macron n'est pas le bénéficiaire final, c'est pas à lui, et que par des petits tours de passe-passe légaux, on arrivera tout d'un coup à ce que soit il en redevienne le bénéficiaire, et puis il paiera à ce moment-là, soit de manière probablement plus vicieuse, et c'est plutôt comme ça que ça se passe, qu'il profite de ce trust, et que quand il aura fini, qu'on sera retiré
sortirait des affaires. Via ce trust, il aura accès à des jets privés, le trust achètera d'un yacht, et puis il ira en vacances sur son yacht, et puis il pourra faire tout un tas de choses via ce trust, dont il sera finalement le bénéficiaire final sans jamais payer d'impôt dessus. Tout ça de manière légale. C'est un truc extraordinaire, ça. On a été très légaliste depuis 2 ans avec cette crise du Covid. On peut faire des choses très immorales et très sales en restant dans le cadre de la légalité, particulièrement ces temps-ci. Merci beaucoup pour votre éclairage, Guy de Lafortelle. Merci à vous.